Bonjour à tous, bonjour Samuel, ravi de t'accueillir et très heureux de pouvoir discuter avec toi pendant l'heure qui arrive. Je me présente en 5 secondes pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Valentin, je suis le fondateur de Sauce Writing, qui est une académie d'écriture en ligne. Et du coup, je vais discuter avec Samuel pendant l'heure qui arrive. Et notre discussion, elle va se dérouler en deux temps. J'ai d'abord prévu quelques questions pour Samuel. Le but, c'est de comprendre comment il utilise l'écriture pour se faire une place dans l'univers du Future of Work. Et j'ai plein de questions passionnantes à lui poser pour tout comprendre. Et ensuite, on va faire une petite session questions-réponses. Donc, ceux qui sont là en live pourront poser des questions à Samuel. Ce que je vous propose, c'est de mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure de l'échange, si vous les avez, comme ça vous ne les perdez pas et comme ça on a une trace. Et à la fin, on reviendra dessus et vous pourrez les poser directement à Samuel. Ok, c'est parti. Bienvenue Samuel, très content de t'accueillir. Merci Val, c'est cool. Très content de discuter avec toi. On se retrouve généralement au tennis. Là, on se retrouve sur Zoom, ça fait plaisir. Duval, on a fait un tennis hier matin et là on se retrouve sur Zoom, donc comme quoi. Samuel, est-ce que tu peux nous faire un condensé en quelques minutes de ton parcours et peut-être des quelques projets clés que tu as menés pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, j'ai fait une prépa école de commerce. En arrivant en école, j'ai créé une première boîte qui était une marque de vêtements qui s'appelait Esquive. On faisait du streetwear ski montagne. C'était ma première expérience business. C'était ma première expérience entrepreneuriat. Et en parallèle, du coup, j'ai eu pas mal de compétences que j'ai découvertes à ce moment-là. J'ai commencé à bosser en freelance pour vendre des compétences que j'avais développées dans ma marque. Tu vois, c'était du marketing digital. Et donc, j'ai fait une vingtaine de missions en parallèle de mes études. C'est ce qui m'a mis un pied dans le freelancing, du coup, dans le futur work aussi. Et donc, est arrivé l'année de césure ensuite en école, où j'ai fait un tour du monde, une learning expedition. Pendant 6 mois, je suis allé faire une centaine de rencontres dans le monde. Je suis rentré et j'ai écrit un rapport d'études. Donc, c'était ma première expérience avec l'écriture, a été là. C'était quasiment 60 000 mots, 55 000 mots, il me semble, de rapport Énorme. d'études. Et donc, l'équivalent d'un petit business. Je suis rentré, j'ai publié, et puis ça m'a ouvert un tout nouveau monde, ça. C'est que des boîtes m'ont contacté pour donner des conférences, pour parler de sujets que j'avais abordés dans le rapport d'études. Et donc, j'ai commencé un cycle de conférences pour partager ce que j'avais appris sur le futur of work de façon plus ludique, à travers des prises de parole, que sur un rapport d'études, un format PDF. Et j'avais envie d'aller plus loin encore dans le format ludique. Et donc, j'ai fait des documentaires, un premier tome de Work in Progress, qui explore, qui montre les différentes façons de donner du sens à son job au sein du Future of Work, en prenant en compte les récentes transformations du travail. Il y a un premier tome qui est sorti en avril dernier. Et là, on est en train de tourner. Là, dans quelques jours, on tourne un deuxième tome. Voilà, puis donc ça, c'est mes gros projets et saupoudrés de plein de petits projets, de petites collabs, de trucs marrants. J'ai une newsletter aussi que j'écris toutes les 2 semaines, qui s'appelle Le Biais du Futur. Là, l'actualité toute récente, là, c'est que le mercredi pro, on sort une série avec l'ami Alexis Nkela sur les indépendants. Donc voilà, j'essaie de bien m'amuser avec plein de trucs différents, surtout en bossant avec des gens que j'aime bien. Très cool. C'est marrant, c'est que après ton rapport, donc tu es encore étudiant, tu as quel âge? Tu as peut-être 22, 23 ans quand tu sors le rapport? Ouais, 23, je pense. Ouais, 22 ou 23, un truc comme ça. Je suis étudiant, c'est mon année de césure, il me reste un an encore à tirer. Ouais, et ce qui est dingue, c'est que tu es en études, tu as 23 ans, et il y a des boîtes qui t'appellent pour te demander d'intervenir sur le Future of Work. Ouais, Parce que tu as ouais. fait un rapport, c'est dingue. En fait, le rapport était pas mal, hein. Enfin, en toute objectivité, Je en fait, dis pas le contraire. le concept, c'était qu'on allait voir des boîtes qui avaient de l'avance, qui étaient pionnières sur la façon dont elles collaboraient avec des indépendants. Et donc, c'était des boîtes, certaines un peu shiny, d'autres hyper confidentielles, mais qui avaient des vraies bonnes pratiques à partager sur des trucs qu'elles avaient vraiment réalisés au sein de l'entreprise. Et donc, en France, il y avait des entreprises qui essayaient de réaliser ces mêmes transformations, ou qui du moins s'intéressaient à ces sujets, savaient que c'était des sujets qui allaient arriver dans les prochaines mois, prochaines années. Et donc, forcément, elles avaient besoin de matière pour un petit peu alimenter ces réflexions, pour s'inspirer dans leur transformation. Et donc là, c'était tout cuit, quoi. C'était un rapport d'études qui racontait déjà tout ce qui avait fonctionné ailleurs. Donc, il n'y avait plus qu'à appliquer, quoi. Ouais, et moi, moi ce que j'aime beaucoup dans cette démarche, c'est que donc, tu es en études, tu n'as pas encore d'expérience pro, tu n'as pas de choses significatives à raconter. Et donc, ce Ouais, que tu fais, c'est que tu fais l'effort et l'effort conscient de te demander comment est-ce que je peux aller vivre des choses qui vont pouvoir me servir de matériel pour avoir des choses à raconter. Et aussi, donc tu pourras nous en parler si tu réfléchis déjà à ça, mais ce rapport et le fait d'avoir fait ce tour du monde, cette Learning Expedition, il t'a rendu crédible
pour prendre la parole sur le sujet et commencer à en parler. Est-ce que tu avais Ouais, déjà cette vision dès le départ? non. On peut relier les points a posteriori, tu vois. Maintenant, on peut Ouais, dire ça. On peut se dire, ouais, en fait, c'était le meilleur investissement que j'ai fait. C'était trop bien parce ouais, que, à la fois pour mon branding et puis pour mon contenu, pour ma légitimité, pour un tas de trucs, c'était trop bien. Mais sur le moment, en fait, moi, je me rappelle très bien. Et en ce moment, j'ai un pote qui bosse à côté de moi, là, qui a une vidéo dans son téléphone où, en fait, cette idée a germé. Cette idée, c'était juste de se dire, j'ai pas envie d'être stagiaire pendant 2 fois 6 mois, parce que c'est ce qui se fait en année de césure, en fait. Et ayant goûté au freelancing, ayant goûté à l'entrepreneuriat très jeune, tu vois, dès 19 ans avec ma première boîte, avec des missions, bah, je me sentais vraiment pas d'aller faire des stages en entreprise. Et donc, il fallait que je trouve un autre truc. Et le truc, ça a été, comme je suis freelance, je vois les trucs qu'on peut améliorer côté freelance, donc vas-y, bah, on va faire un tour du monde. Et puis après, ça, c'est une blague que je dis une fois, tu vois, mais une fois que je l'ai dite, ça me fait réfléchir et je me dis, OK, comment est-ce qu'on construit un vrai truc autour de tout ça? Et voilà, quelques semaines, quelques mois plus tard, j'avais un vrai projet. ouais. Ok. Donc, c'était pas conscient, mais en fait, C'est pas conscient. c'était un super move, quoi. Euh, et est-ce que ton positionnement, donc, alors je sais pas comment tu te définirais d'ailleurs. Si tu Euh, devais tu sais, mettre ta bio en une phrase, tu mettrais quoi? En fait, ça dépend vraiment à qui je parle parce que je me définis de façon différente. Je suis producteur, je suis auteur, je suis conférencier parfois, enfin, je fais plein de trucs différents. Moi, j'aime bien dire que je suis une éponge parce que je vais capter plein de bonnes pratiques à droite à gauche et puis ensuite, je vais les redistribuer sous un format différent en fonction de l'audience. Et voilà. Et donc, j'aime bien explorer. On m'appelle l'explorateur parfois, on m'appelle journaliste. Donc, c'est très, très difficile quand je rencontre une nouvelle personne de me présenter. Ouais. J'ai vraiment du mal à le faire. Et tout ça autour du futur of work quand même. Il y Voilà, a quand même cette. le fil conducteur, ça reste le future of work, mais sous des angles aussi larges que le freelancing, tu vois, qui est une des niches. Là, en ce moment, on me parle beaucoup de télétravail, mais je suis passionné aussi par tout l'univers des créateurs de contenu, notamment de YouTube. Donc, ouais, plein, plein de niches différentes au sein du future of work. Le seul point auquel je m'intéresse moins, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Ok. Oui. Euh, Ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de comprendre comment tu réfléchis à ton positionnement, mais en fait, c'est plutôt, t'as pas de démarche. Tu t'es pas dit, ah, je vais avoir ce positionnement-là et puis je vais mettre ces briques-là ensemble. Tu t'es plus dit, moi, ce qui me fait kiffer, c'est explorer, aller voir des bonnes pratiques et essayer de les transmettre à d'autres gens bah, qui ont peut-être en ont besoin. Ouais, c'est un peu ça. En fait, maintenant, je pense que je commence un peu à conscientiser tout ça et à me dire par rapport à la marque que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain et qu'est-ce que j'ai envie de proposer. Je pense que j'ai un peu plus cette réflexion maintenant. Mais vraiment, pendant un moment, j'ai jamais eu quoi. C'était que du Ouais, feeling, et des rencontres, des opportunités. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais je sais que là, j'ai écrit une bande dessinée cet été. Elle sortira l'an prochain. Et typiquement, la BD, jamais j'aurais imaginé, même il y a moins d'un an, tu ouais, vois, il y a 6 mois, jamais j'aurais imaginé faire une BD de ma vie. Et opportunité qui arrive, bon, bah vas-y, let's go, parce que je le sens bien à ce moment-là, et avec du recul, bah, trop bien d'avoir fait, je suis hyper content. Mais c'était pas réfléchi, je me suis pas dit, comme objectif, il faudrait que dans telle année, j'ai tel truc. C'est vraiment au feeling, au quotidien, quoi. ouais. Mais pour que ça arrive, c'est tu as commencé à mettre des choses en place, tu as commencé à créer un rapport, mine de rien, qui est colossal. 50 000 mots, c'est un énorme truc. Et, et ce truc-là, ça t'a mis le pied à l'étrier. Et après, tu as Ouais. fait des projets avant qui ont fait que en fait, la suite s'est enchaînée, tu as fait des rencontres et tout s'est enchaîné ensuite. Quoi. Ouais, il y a un fil conducteur, il y a deux fils conducteurs. Premier, c'est le secteur dans lequel j'évolue, c'est le futur of work, ça bouge pas. Donc ça, je fais des rencontres, mais c'est le même type de personnes à qui je m'adresse, le même type de contact. Donc j'ai une cible que j'adresse qui est la même à chaque fois. Et donc après, je peux la nourrir avec plein de formats différents, mais je sais que voilà, c'est à ce secteur-là et ce type de personnes à qui je m'adresse. Et deuxième fil conducteur, c'est est-ce que ça m'éclate? Un truc que je fais une fois et qui ne m'éclate pas, je ne le refais pas 2 fois. Ouais, Et j'essaie de bien choisir des trucs qui m'amusent, tu vois. Jamais je vais faire un truc en me disant ça sera bien pour plus tard ou ça me permettra de ouais, faire ça ensuite. Avec du recul, maintenant, le seul truc qui a peut-être eu ce rôle-là, c'était le tour du monde, la Learning Expedition. Parce que pour le coup, on a vraiment beaucoup travaillé. Même si sur le papier, c'est trop cool, on a fait plein de rencontres, c'était ouf. J'ai adoré, évidemment, c'était trop bien. Mais c'était le seul moment où j'ai eu l'impression vraiment de travailler, de faire un effort. 55 000 mots pour les structurer, pour les écrire, ça se fait sur un an. C'était un vrai, vrai gros travail. J'ai moins l'impression de faire des efforts avec le documentaire ou avec la BD ou avec d'autres projets. Donc avec du recul, peut-être que là-dessus, c'est là où j'ai fait un investissement, mais qui n'était pas conscient. ok. Je reviens sur un truc que tu as dit, tu parlais de ta cible. Ouais. Ta cible, tu l'as définie, tu l'as clairement en tête. Comment tu réfléchis à ça?
Je ne l'ai pas clairement en tête et elle évolue mais je lui parle au quotidien. Tu vois, typiquement, mon meilleur canal, c'est ma newsletter. Et donc, toutes les 2 semaines, j'envoie un email et j'ai des gens qui me répondent. Et donc, je sais qui ils sont, ce qu'ils font. Je vois quand j'ai des gens je passe du temps à regarder un petit peu qui c'est qui s'est abonné, quel type de profil. Globalement, je suis suivi par 2 types de personnes, par des indépendants, mais ce n'est pas la majorité. La grande, grande majorité, c'est des chefs de projet, c'est des managers, c'est des RH d'entreprise qui s'intéressent au futur au work. Il y a quelques décideurs, mais la majorité, c'est des personnes qui ont une petite équipe ou qui n'ont pas forcément d'équipe et qui s'intéressent au sujet futur au work et qui ont envie de soit en apprendre plus, soit directement qui ont le pouvoir hiérarchique, managérial de pouvoir mettre en place de nouvelles façons de faire. Et donc, elles regardent quelque chose et puis ensuite, elles le testent. Ok, hyper intéressant. Euh, du coup, rebondissons sur ta newsletter. À quel moment tu la lances ta newsletter? C'est quoi ta réflexion quand tu la démarres? En gros, au tout début, c'était juste un email qu'on a envoyé avec TK, qui est la personne avec qui j'ai fait ce tour du monde, cette Learning Expedition, juste pour tenir au courant en fait de ce qu'on faisait, où est-ce qu'on en était, quelle rencontre on avait fait. Donc, c'était pendant cette Learning Expedition. Et à ce moment-là, on a peut-être, tu vois, sur 6 mois, on a rassemblé pas énorme, hein. Il y avait 200, peut-être 300 personnes qui nous suivaient. Et donc, on rentre, on n'en voit plus rien pendant 2, 3 mois. Et puis arrive novembre 2019, du coup dans ma dernière année d'études, je m'ennuyais un peu et j'avais plein d'histoires à raconter. Le rapport d'études, il était fourni, mais ça méritait d'être découpé sous d'autres formats, Ouais. enfin, creuser certaines réflexions dans des newsletters et actualiser aussi, parce que le futur au work, il bouge beaucoup. Donc, mettre en perspective ce que j'avais vu avec des nouveautés, avec l'actualité en France. Et donc ça s'est fait à ce moment-là, je pense en novembre. Je me suis dit, bon, j'ai une petite base, je m'ennuie, j'ai du temps. euh, Amusons-nous à redécouper certaines parties du rapport et de le mettre en perspective avec ce qui se passe actuellement. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, très vite, ça a décollé. Et donc, on a passé assez rapidement, je crois, le palier des 1000 abonnés. Et depuis, ça monte gentiment. Mais ça monte. Et donc, ça s'est lancé progressivement. Et après, là où je me suis dit, OK, on continue. Et c'est mon canal principal d'échange, à la fois de veille et d'échange. C'est au moment où j'ai compris que ce serait par là que tous mes clients, toutes mes opportunités allaient venir. Ok, venons-en du coup. Euh, Aujourd'hui, toi, ton business, du coup, il fonctionne quasiment que grâce à la newsletter. Pas que grâce à la newsletter, c'est parce que c'est le réseau au sens large que tu construis, mais c'est un gros vecteur pour toi de mission. Alors, j'avais une question pour plus tard, mais on peut en parler maintenant. Du coup, c'est quoi ton business model? Parce que du coup, c'est une question qui est ça, parce que j'imagine qu'il y a plein de trucs, mais euh, j'aimerais que alors, avant ça, parle-nous de comment tu réfléchis à ton écosystème global avec ta newsletter au centre. Est-ce que tu fais ta newsletter et tu as des projets qui ensuite viennent à compléter et les projets nourrissent la newsletter? Comment ça se passe? Tout nourrit tout, en fait. Mais alors, en fait, il y a des moments, et de façon très claire, il y a des moments dans lesquels la newsletter est un objet marketing avec Ouais. lequel je fais la communication d'autres projets. Donc, typiquement, quand le documentaire sort, quand la série sort, je me sers de la newsletter pour faire de la pub d'autres projets que j'ai menés et j'ai envie de valoriser. Mais à d'autres moments, la newsletter est aussi une veille. Je me dis, il y a tel sujet sur lequel j'ai envie de creuser. Bon, si je me dis que telle date, je vais écrire une newsletter, ça veut dire que je vais faire de la recherche, ça veut dire que je vais forcément aller rencontrer des personnes, je vais lire des sujets. Donc, je vais devenir meilleur sur ce sujet-là et je pourrai ensuite en parler en conférence ou en d'autres trucs. Bref. Donc, c'est aussi ce canal-là. Et puis, après, il y a le fait de se dire, toutes les 2 semaines, j'écris, j'ai plein d'idées. C'est l'envie de creuser un sujet ou l'envie de mettre en avant quelque chose. Donc, c'est vraiment une alternance entre ces 2 trucs-là. Là, par exemple, la dernière newsletter qui a été envoyée, c'était pour dévoiler le fait que je faisais une bande dessinée. J'expliquais la genèse du projet, donc c'est clairement Ouais. marketing. La suivante, qui arrivera dans une dizaine de jours, elle n'est même pas écrite. Je ne sais pas du tout encore sur quoi je vais l'écrire, parce que j'ai plein de sujets en tête, il y en a plein qui m'intéressent. Mais je sais que ce ne sera pas une newsletter marketing, ce sera une newsletter, la prochaine qui arrive, où je vais creuser un sujet sur lequel je suis moyen et je veux être bon. Ok, donc pour toi, le fait d'écrire, c'est un moyen d'apprendre et de te forcer à te documenter sur un sujet et un très bon prétexte pour aller rencontrer des gens aussi. C'est ça. Et puis, je sais que sur le sujet que je vais envoyer, il y a forcément des personnes, j'ai à peu près 2000 personnes qui me suivent. Donc, sur les 2000 personnes, il y en a toujours 10 ou 15 qui m'écrivent chaque semaine. Et donc, sur les 10 ou 15, il y en a peut-être des personnes qui vont pouvoir creuser, mener des réflexions. Et donc, forcément, ce sera un sujet future of work. Et donc, ce sujet future of work va nourrir soit mes conférences, soit mon prochain documentaire, soit de prochains formats que je vais créer. Et c'est des discussions qui, à chaque fois, sont hyper intéressantes, bon, d'un point de vue perso, mais pour la suite de ce que je vais créer. Donc, dans l'écosystème, à la fois la newsletter nourrit et à la fois la newsletter permet de faire vivre d'autres projets.
Super intéressant. Et du coup, si on parle d'opportunités, de c'est quoi ton business model? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, bah, j'ai deux types d'activités. J'ai les projets que je lance moi-même et les projets sur lesquels je travaille pour des clients. J'ai commencé en faisant des missions, je disais, de marketing, de business plan. Ça, c'était pour mes études, j'ai complètement arrêté. Les seules missions que je fais pour des clients maintenant, ce sont soit des conférences, soit des ateliers, soit je fais un peu de sorte de journalisme, tu vois, de présenter des chroniques, des trucs comme ça. Donc, c'est du speaking globalement. C'est des opportunités pour prendre la parole sur des sujets. Globalement, bah, je raconte un peu ce que j'ai vu dans mes différentes rencontres, que je raconte aussi dans mes documentaires, que je raconte sous d'autres formats. Mais c'est ça, c'est des conférences, la majorité. Et depuis que le documentaire est sorti, des projections privées du documentaire. Ok. C'est même mon canal principal, c'est tellement ma source de revenus principale en ce moment, c'est ça. C'est des projections privées du documentaire où on regarde le documentaire et après on en discute avec l'entreprise. Donc ça se fait beaucoup sur des entreprises type traditionnelles en France. Donc ça, c'est ma mission. Et le deuxième truc, c'est les projets que je lance moi-même, sur lesquels bah, je crée moi-même le business model qui est différent à chaque fois, avec souvent des partenaires, sur lesquels on crée des formats de contenu, d'événements, pour leur donner de la visibilité, leur faire prendre la parole sur un sujet euh, qui est stratégique pour eux, et avec lequel, bah, sur le documentaire, par exemple, on a des partenaires et on a des deals avec eux qui permettent à la fois de financer la production du documentaire lui-même et de tous les formats qu'on crée avec eux, qui sont des événements et des contenus autour du documentaire. Ok. Tu as pensé à faire sponsoriser ta newsletter par des partenaires? Ouais, ouais. D'ailleurs, on l'a fait. Je l'ai fait, tu vois, au tout début de la newsletter, même. J'ai commencé, on avait peut-être 300 ou 400 abonnés seulement. Mais j'avais déjà des demandes suite au rapport d'études de boîtes qui voulaient bosser avec moi. Mais j'avais aucun produit à leur vendre, j'avais rien à leur Ouais, vendre, j'avais bah pas de ouais. référence. Donc je me suis dit, bah ouais, bah, j'ai ma newsletter. Si tu voulais, tu vois, c'était pas très cher, c'était quelques centaines d'euros. Donc je l'ai fait. Et du coup, les 3 ou 4 premiers mois étaient complètement sponsorisés sur la newsletter au tout début, dès le départ. Et c'était assez chouette parce que bah, les boîtes le relayaient aussi de leur côté, donc ça me faisait gagner en visibilité. Enfin, c'était donnant-donnant, quoi. Euh, et ça marchait assez bien en même temps parce que j'avais une petite communauté, mais qui était très engagée. J'ai complètement mis en pause le sponsoring de la newsletter euh, pendant quasiment un an, peut-être même un peu plus. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à bosser sur le documentaire, je me suis dit, arrête de faire de la pub pour d'autres boîtes parce que maintenant, le documentaire, ça va te prendre tout ton temps. Tu n'as pas le temps de gérer de toute façon ça. Et en plus, mets en avant le travail que tu fais pour le documentaire et les partenaires du documentaire. Et là, depuis cet été, enfin, du coup, depuis la rentrée, depuis septembre, j'ai recommencé à avoir. Donc là, la dernière newsletter, on a eu un partenaire qui était YouSide. Et quasiment toutes les éditions jusqu'à fin novembre sont déjà vendues à d'autres partenaires qui vont faire qui font du sponsoring de la newsletter. Et pour le coup, ça, en fait, la newsletter, maintenant, elle a plusieurs sections qui sont bien définies. Il y a le documentaire, voilà, il y a la BD, il y a le parrain du futur, il y a le corps de la newsletter, évidemment. Et donc là, maintenant, qu'elle est mieux structurée et que j'ai plus de visibilité là-dessus, et surtout, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, ça serait dommage de les refuser sur du sponsoring. Et plein de boîtes avec lesquelles j'ai envie de bosser, mais je ne peux pas forcément faire des formats plus longs, plus compliqués, parce que je n'ai pas le temps. Alors qu'un sponsoring newsletter, bah, ça me prend 3 emails, 5 minutes, c'est pas très compliqué. Ouais. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant parce que ce qui est dingue, c'est que t'as quoi? T'as 2000 abonnés, tu disais à peu près? Ouais, c'est ça. Je nettoie régulièrement. Là, on est peut-être un petit peu en dessous parce que j'ai fait une purge il n'y a pas longtemps, mais ouais, on est là-dedans. Ouais. Et tu vois, alors c'est pas mal. Mais en soi, par rapport, quand tu compares au monde de l'influence ou quand tu vois des influenceurs sur Instagram, tu t'attends à ce qu'ils aient des centaines de milliers de followers. Et toi, tu as Ouais, 2000 personnes. Par contre, tu as des boîtes qui viennent te voir parce qu'elles savent que bah déjà, tu es crédible sur le sujet, tu fais des projets qui nourrissent ta crédibilité, parce qu'elles savent que bah, ce que tu fais, c'est de qualité, et parce elles imaginent que tu as aussi une audience qui est hyper qualifiée par rapport à ça, et que donc, en fait, ce qu'elles font, c'est elles vont te voir toi, elles savent que c'est hyper ciblé, que c'est hyper spécifique, mais c'est ça qui les intéresse, quoi. ouais, c'est ça. Faudrait leur demander, hein, mais oui, on peut discuter avec elles. Ce qui les intéresse, bah, elles sont totalement au courant, tu vois, de tous les chiffres. Il y a une transparence absolue sur la métrique. De toute façon, tous les liens sont traqués. Donc, elles savent précisément à qui elles s'adressent. Elles peuvent mesurer la performance de chaque campagne. Mais globalement, j'ai l'impression que même des grands groupes s'en fichent un petit peu de savoir si c'est du volume, mais ils veulent du qualifié. Et en fait, ça dépend de ton produit. Mais quand tu vends des produits qui sont à plusieurs centaines d'euros, ou que c'est des deals, tu vois. Moi, typiquement, c'est du B2B. Donc, on a eu beaucoup de boîtes qui vendaient, tu vois, qui sont des plateformes où, quand elles signent un client, c'est plusieurs milliers d'euros, tu vois, qu'elles génèrent. Donc, il suffit ne serait-ce que
ma newsletter ramène un seul client et l'opération est déjà rentable. Donc, c'est intéressant. C'est pas la même chose quand tu vends des produits à 30 euros, mais quand tu fais des accompagnements B2B, et moi, ma cible, en fait, et mon audience, c'est des managers, c'est justement des décisionnaires, des responsables achats, des DRH en entreprise. Et donc, ces gens-là, comme ils sont abonnés et ils lisent ce que je raconte, ça peut être des clients potentiels de grandes boîtes. Et donc, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir. Tu vois, c'est pas de l'influence où on vend un shampoing, quoi. C'est un truc où ça suffit avec un ou deux clients. Mais on en a beaucoup plus à chaque fois. Et heureusement, hein, on ne vend pas un ou deux clics. Et du coup, si on creuse juste ça quelques secondes, les boîtes, elles veulent plutôt de l'impression, elles veulent de la performance. Qu'est-ce qu'elles recherchent? Il y en a certaines qui sont plutôt en phase de lancement, qui veulent du branding, qui veulent juste afficher leur nom le plus possible et qui demandent même à ce que je fasse un post sur Twitter, tu vois, sur LinkedIn, qui sont vraiment en mode on veut faire parler de nous. Et d'autres qui sont sur plutôt de l'acquisition. Mais il y a peut-être un pattern qui revient souvent, qui est de dire que c'est souvent assez nouveau pour elles. Il y a peut-être une ou deux boîtes avec lesquelles j'ai bossé qui ont déjà l'habitude de faire appel à ce qu'on appelle des influenceurs. Sur ce métier-là, je suis influenceur. Même Tu si influences. je ne me reconnais pas, tu vois, dans le terme, je suis un influenceur, mais en soi, si, je suis influenceur sur ce sujet Future Work. Et le truc qui revient, c'est qu'elles testent à chaque fois, tu vois. Parce que les canaux Facebook Ads s'essoufflent, tu vois. On voit les mises à jour. Il y a des canaux traditionnels, soit qui s'essoufflent, soit qui sont redondants. Donc, l'envie de se renouveler, de tester autre chose. Et autant l'influence, elle marche bien dans le B2C depuis des années sur Insta, depuis 2015. Tu vois, moi, j'ai commencé avec ça, ma marque de vêtements, on a fait le début de l'influence et c'était ouf. Autant l'influence dans le B2B, elle est pas encore en mainstream, quoi. Ça démarre. Donc, les boîtes testent. Et moi, je vois aussi qu'il y a des campagnes qui cartonnent, des boîtes qui sont ultra rentables parce que comme c'est pas au clic, tu vois, c'est une fees upfront pour le sponsoring. Je vois qu'il y en a où elles ont clairement été gagnantes sur le deal par rapport à ce qu'elles auraient pu acheter en termes de clics sur un Facebook Ads ou sur autre chose. Et d'autres sur lesquelles ça sous-performe un petit peu. Euh, Ça dépend du produit, ça ne marche pas toujours pour l'audience, ça dépend de la newsletter en elle-même, c'est toujours différent. J'ai des taux d'ouverture qui sont à peu près constants, mais il y a d'autres clics qui bougent beaucoup, et voilà, ça marche bien. Généralement, ça marche plutôt bien. C'est un nouveau canal pour elle. Ok, intéressant. Euh, Quand on a préparé un peu cette interview, tu m'as mentionné le fait que tu as découvert récemment le pouvoir ou la magie de la relecture. Tu peux me Ouais, parler de ça? bah ouais, de ouf. Alors, tu vois, moi, j'ai commencé à écrire mes premières expériences à l'écriture, c'était le rapport d'études Ouais. et la newsletter, on va dire. Le rapport d'études, je l'ai vraiment fait quasiment tout seul. Mais la newsletter, à chaque fois que j'avais un truc prêt, j'envoyais l'édition à ma mère pour qu'elle la relise. Et qu'elle, à la fois, je me disais deux choses. Un, elle va me corriger les fautes d'orthographe, mais pas mal. Et deux, si elle comprend ce que je raconte, c'est que je suis compréhensible par tout le monde parce qu'elle n'est pas du tout, tu vois, elle n'a rien à voir avec le futur work. Du coup, c'était un bon test. Et ça me permettait de revoir certaines formules, de préciser certaines abréviations, des trucs comme ça, que je n'avais pas tendance à faire naturellement. Donc ça, c'était cool. Et là, dernièrement, je me suis mis à écrire pour Welcome to the Jungle, au sein d'un truc qui s'appelle Welcome Lab, qui rassemble je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de personnes. Donc j'écris, c'est pas énorme, hein, c'est un article par mois à peu près. Et là, j'ai découvert le rôle d'un journaliste, éditeur, je ne sais pas vraiment quel est le rôle de la personne, mais il y a une personne avec qui je choisis mes sujets et j'écris une V1, une V2, une V3. Dès que je la sens bien, je lui envoie. Et puis là, elle va passer du temps à éditer. Et c'est pas simplement, tu vois, à ce moment-là, il n'y a pas de faute d'orthographe, tu vois, le texte, il est clean, il est déjà propre. Mais c'est changer le fait que ce soit compréhensible, accessible pour tout le monde, le fait que ce soit les formules aussi, la formulation. Vraiment, la forme change du tout au tout. Et on ne parle pas de deux, trois petites corrections, tu vois, on parle d'un Google Doc avec peut-être 200 ou 300 suggestions. Donc, quasiment tout est changé. Et en fait, au début, je trouvais ça un peu bizarre. Tu vois, je me disais, mais je ne me reconnais pas dans la forme. Dans le fond, c'est toujours le même, ok, mais la forme et des formules avec lesquelles je ne suis pas très à l'aise, tu vois, et je refusais certaines suggestions. Et je le fais toujours d'ailleurs quand je ne suis pas d'accord. Ouais. Mais là, maintenant, tu vois, je trouve que c'est bien mieux. Et quand je relis le texte que j'avais envoyé moi, le premier, et le deuxième, c'est pas le même, tu vois, c'est pas moi tout seul. Je peux pas dire que c'est un truc qui me vient de moi tout seul. Et je vois clairement la différence entre ce que j'écris dans une newsletter et mes articles pour Welcome, où je pense que vraiment la façon d'aborder l'article n'est pas la même. Mais je trouve que c'est cool. En fait, je trouve que ça marche très bien. Mais il y a un vrai travail. Ça prend des heures. Ouais, si tu veux bien le Tu veux le faire, savoir. effectivement. Mais oui, oui, mais en plus, on en a parlé. Moi, je trouve ça dingue que Welcome, ils payent des gens juste pour relire leurs auteurs. Ça montre à quel point ils prennent au sérieux leurs médias. Mais c'est dingue.
ils prennent vraiment très, très au sérieux. Il y a un vrai accompagnement là-dessus. Tu vois, on est capable de faire beaucoup d'échanges V1, V2. Alors, je ne sais pas si c'est le cas avec tout le monde, avec tous les articles qui ont été faits. Mais tu vois, il y a des vraies corrections qui sont apportées. Et moi, je trouve ça plutôt cool, en fait. Et on se rend compte que c'est ce qui se fait, tu vois, de demander des relectures à des personnes, de demander d'autres avis contraires. Ouais. C'est ce qui permet de passer d'un article qui est bon à très bon, voire excellent. C'est ce qui te permet de toucher plus de monde aussi. C'est ce qui te permet de, tu vois, c'est toujours l'extra mile qui fait que tu vas faire la différence entre shipper un truc où c'était bien, tu vois, tu as fait passer ton idée, mais tu vas la faire passer de la bonne façon. Ouais. Et moi, en fait, je suis assez mauvais. Tu vois, moi, je suis assez bon dans le fait d'avoir des idées, d'être créatif, de balancer plein de trucs à la minute, de lancer plein de trucs. J'adore écrire, mais j'ai besoin de me faire violence pour faire des relectures. Moi, je ne suis pas bon là-dedans, j'aime pas ça. Et donc là, le fait de bosser avec Welcome là-dessus, bah, ça me force à le faire, Enfin, c'est pas moi qui le fais du coup, mais ça me force à avoir une nouvelle façon d'approche. Et puis, je pense que du coup, ça m'a aussi aidé pour les autres trucs que j'écris. Ouais. Ça me donne de bonnes idées pour les newsletters. Ouais, parce que tu dois voir, j'imagine, le type de feedback qu'on te fait, le type de passage un peu qu'on retravaille, et donc tu dois voir des patterns émerger, et donc tu dois t'en nourrir aussi pour ta propre Ouais, écriture, quoi. exactement. Donc, j'ai progressé grâce à ça. Trop intéressant, hyper intéressant. Moi, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est une phase qui est effectivement très douloureuse, parce que ça nécessite. Tu as passé beaucoup de temps à écrire, du coup, tu dois te replonger dedans, tu dois repartir de zéro. Et des fois, bah, quand tu as des changements importants à faire, bah, c'est-à-dire que tu dois couper des parties entières de choses que tu as écrites, et donc c'est hyper compliqué. Et donc, effectivement, le fait d'avoir quelqu'un qui peut le faire pour toi ou qui a un regard extérieur, c'est hyper pratique, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer, parce que du coup, tu en as parlé un peu, mais on va en reparler, mais là, tu écris une BD, donc tu as fait un documentaire qui s'appelle Work in Progress, que tu as sorti au début de l'année, c'est ça, en 2021? Avril 2021, il est sorti sur quelques plateformes et puis il est sorti en juin partout. Donc, tu as fait ce documentaire-là, que j'ai vu, qui est très bien d'ailleurs, et donc là, tu bosses sur une BD dessus. Exactement. Erol m'a écrit et d'autres maisons d'édition m'ont écrit en début d'année sur l'initiative de notre ami Alexis encore, Alexis Michela, et m'ont proposé d'écrire des bouquins. Et ayant vu le travail que ça demandait auprès d'amis écrivains, et ben, je me suis dit que j'avais pas autant de temps à mettre dans un livre en ce moment avec tous les projets. Et donc je me suis dit, allez, BD, ça me ferait bien marrer. J'y connais pas grand-chose. Je suis pas un énorme fan de BD au départ. Mais on va tester. Et c'était vraiment avec du recul, tu vois, c'est un des projets qui m'a fait le plus kiffer de l'année, le plus drôle à faire. Donc on a signé sur le fait de faire une BD. J'ai pu choisir aussi l'illustratrice avec laquelle j'ai bossé dessus. Et là, pareil, tu vois, pour le coup, alors c'est pas le même travail d'édition et de réécriture, mais on l'a écrit à deux, cette BD. Moi, je l'ai écrit peut-être beaucoup plus, et elle l'illustre, mais elle a quand même apporté sa patte en tant qu'auteur. Et ça aussi, archi cool. Donc, on a fait une BD, exactement. Et oui, je peux te partager la façon dont on l'a construite. Bah, si tu veux, ouais, je peux nous montrer ton écran pour nous montrer le process, à quoi ça ressemble concrètement. Ça peut être hyper, hyper intéressant, je pense. Je te montre ça tout de suite. OK. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Bah, du coup, c'est une BD qui est adaptée du documentaire. Dans le documentaire, on a 9 intervenants. Les 9 intervenants, je ne voulais pas tous les mettre dans le documentaire parce que ça peut être redondant, ça peut être long. Le but de la BD, c'est une BD qui s'adresse aux 12-25 ans. Donc, on va enlever tout le jargon managérial déjà et Ok. on va raconter une histoire qui peut être lue et qui peut être kiffée par des gens qui s'en foutent du travail et du future of work, mais qui veulent rentrer dedans, en fait. Ouais, je te coupe juste. Du Ouais. coup, là tu fais le choix d'être sur une cible qui est différente. Ouais, exactement. Sur les enfants des personnes à qui je m'adresse habituellement. Tu veux que les managers voient leurs enfants lire la BD et qu'ils la prennent et qu'ils disent, ah purée, ce mec-là est bon. Je veux la famille entière. Euh, ouais, non, mais oui, nouvelle cible. Mais en même temps, tu vois, enfin, moi, t'as dû aussi faire ce travail. Tu vois, j'ai lu des Astérix Obélix quand j'avais 10 ans. J'ai kiffé. J'en ai relu dernièrement. J'ai compris pas mal d'autres trucs en relisant et j'ai kiffé encore plus, tu vois, maintenant que je suis adulte. Et c'est des trucs. Donc, une BD doit pouvoir être lue aussi quand t'es plus âgé. Donc, c'est le but. 5 intervenants, 5 histoires, tu vois. Et pour certaines, on reprend des personnes qui disent vraiment, genre Laetitia Vito, elle est vraiment dans le Ouais, documentaire. Dans la BD, elle ressemble un peu à ce à quoi elle ressemble en réalité, Laetitia. Et elle a des phrases qui sont exactement les mêmes que dans le documentaire. Et en même temps, il y a des personnes qu'on a inventées,
des situations avec des personnes qui existent, qu'on a inventées aussi, pour rendre la narration beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable. Donc, le premier travail, ça a été de regarder le documentaire et de se dire, OK, quelles sont les idées principales qu'on veut garder? Et maintenant qu'on a les idées principales qu'on veut garder, comment est-ce qu'on les lie entre elles? Comment est-ce qu'on en fait une histoire marrante? Comment est-ce qu'on crée un personnage qui est sympa? Donc, typiquement, le personnage principal, il s'appelle toujours Sam, comme moi, mais c'est une fille. Elle est jeune diplômée, elle est blonde, et elle démarre dans sa vie active et elle n'a pas envie de commencer dans des jobs qui la font chier. Elle a envie de s'éclater, sauf qu'elle ne sait pas par quoi commencer. Donc, elle va aller rencontrer Alicia Vito et puis d'autres personnes qui vont lui faire visiter, lui faire découvrir le travail de demain. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par écrire toutes ces idées-là. Et donc là, on est sur un premier document qui s'appelle Brouillon BD Work in Progress. Et en fait, là, j'écrivais, mais sans réfléchir à grand-chose. Qu'est-ce qui se passe dans chaque case? En gros, quelle est l'histoire? Donc, dans cette introduction, on présente Sam, qui elle est dans sa vie perso. Donc là, je décris. C'est un document qui est simplement à destination de Sophie, qui est ma co-autrice et illustratrice. Et je lui explique voilà, qui est le personnage principal, comment est-ce qu'on décrit. Donc là, je dis dessin, Sam dans le présent qui se rappelle d'être petite, un petit texte. Donc ça, c'est clairement ce qui est marqué dans les bulles. Je répondais n'importe quoi, je réfléchis complètement et du recul, je me rends compte que ça n'avait pas d'importance. Ça, c'est du texte. Voilà. Là, je décris le dessin, ça dans Métro Paris. Donc, mon travail, ça a été à la fois d'écrire la narration, d'écrire ce qui va se passer en termes de situation et ce que du coup va dessiner ensuite Sophie, et d'écrire ce qui se passe dans les bulles. Voilà. De la guider. C'est un document, alors je ne vois pas le nombre de pages qu'il y a parce qu'il y a le truc de pas loin, mais on est à 18 pages. Voilà. C'est un document qui s'étale. Il y avait beaucoup de trucs. J'ai une question juste par rapport à ça. Donc là tu es déjà à un stade avancé de la BD, où en fait, tu la construis déjà un peu sur papier. En fait, tu Oui. dis bulle 1, voici ce qui se passe, voici la scène, etc. Est-ce que avant de faire ce travail-là, est-ce que tu as démarré par ça? Ou avant ça, tu as fait un travail un peu d'identifier le squelette, de te poser tu sais, juste sur la structure en te disant, OK, au début, on va parler de ça, ensuite, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ou est-ce que tu as démarré bien en tête? Alors, j'ai pas posé le squelette parce que le squelette, c'est le documentaire en fait. C'est la Ok, tu l'avais réflexion, déjà. elle est faite par le documentaire. Donc, à la limite, si j'ai re-regardé le documentaire en disant qu'est-ce que je veux en garder. Et je me suis noté sur un post-it les 5 idées que je voulais faire passer. Mais ensuite, j'ai commencé par un chapitre test qui a été validé par la maison d'édition sur la façon dont on voulait le faire, sur l'approche, sur la forme, tout ça. Et après, j'ai attaqué directement l'introduction, Laetitia, la salariale m'a dit tout ça. Ok, donc en fait, ouais, effectivement, la structure, c'était le documentaire. Et c'est hyper intéressant. Tu avais noté sur un post-it 5 idées en te Ouais, disant à la fin de la BD, je veux que le mec il reparte avec ça ou qu'il retienne ça. exactement. Je veux que la personne qui lise la BD, à la fin, elle soit passée elle ait appris ces 5 trucs-là. Et c'est Exactement. quoi? Tu les as en tête ou pas? Ouais, du coup, c'est les 5 chapitres, en fait. Ok. C'est un, la perspective historique du passage d'une société fordiste à une société numérique avec Laetitia Vito. C'est deux, le fait de pouvoir s'éclater au sein du salariat. Et donc, un management fondé sur la confiance. Mais bon, on ne parle pas de management, tu vois, parce qu'on parle on a le jargon, mais le fait d'avoir des potes dans son job, le fait de bien se sentir, d'être content de se lever le matin. 3, c'est la partie nomadisme. De dire qu'on peut bosser un peu depuis n'importe où avec une histoire marrante. Enfin, c'est cliché, tu vois, mais je suis pas une Ouais. idée à ce moment-là, mais typiquement, tu vois, là, par exemple, c'est permis de twister par rapport à la réalité du documentaire. La nomade qu'on a vue dans le documentaire, elle vit à Amsterdam et elle s'est barrée, pas parce que elle s'est barrée, elle vit à Boston au départ, elle est partie ensuite d'un coup en Thaïlande parce qu'elle s'est dit, je vais donner des cours en anglais pour me changer un peu les idées. Tu vois. Dans la BD, on la rencontre à Bali, donc pas du tout à Amsterdam, et elle est venue là parce que son mec l'a quittée, tu vois. Il y a une rupture. Et donc, ou elle a quitté son mec parce que ça fait tromper, je sais plus. Donc, en gros, parce que c'est ce qui se passe souvent chez les nomades, en fait. Et c'est pas ce qui s'est passé dans le documentaire. Donc, on voulait raconter un peu à notre sauce. Et des dialogues Ok. qui sont plus sympas aussi. Voilà. Ça, c'est une bonne idée de Sophie, tu vois, typiquement. Donc, c'est beaucoup d'échanges. Je te reparlerai après de façon dont Sophie a reçu tout ce que moi j'ai écrit. Mais voilà, du coup, il y a ce dessin-là. Il y a ce texte-là dans lequel j'explique Ouais. tout le dessin. Là, tu vois, il y a un dialogue. S, L, tu vois, c'est les deux protagonistes écrits dans les dessins. Il y a un dialogue. Puis là, j'explique. Sam se retourne, réalise que le bar de plage, en réalité, rempli de personnes qui travaillent sur l'ordinateur. Donc là, on imagine bien qu'il y a un truc. Nomadisme. J'en étais au troisième chapitre. Pardon, j'ai dit Laetitia Vito historique, 2, le salariat, 3, le nomadisme, Ouais. 4, la passion économie. Donc, c'est l'économie des créateurs. Là, c'est à travers l'univers YouTube. Tu vois, typiquement, on a 2 créateurs dans la BD. J'ai choisi d'en faire un chapitre sur un seul et l'autre, il est mentionné, évidemment. On parle de lui, mais très rapidement sur une page. Et puis, le dernier chapitre, c'est sur le freelancing. Voilà. Et après, il y a une conclusion. Donc, c'est les 5 sujets que j'avais envie de traiter. Et après, j'ai détaillé, tu vois, pour chaque sujet, j'ai envie de faire passer telle idée
telle sous-idée, sous-chapitre. Donc voilà comment ça s'est construit. J'ai envoyé ce document à Sophie, qui l'a relu et qui, Ouais. elle, a créé. Donc, tu vois, il y a plein de remarques, on a discuté quand on voit les trucs ici à côté. Et qui, elle, ensuite, a taffé sur un autre document qui s'appelle Dialogue et Storyboard. Et là, elle a fait un découpage. Donc, c'est le storyboard, en fait. Elle a fait un découpage, page 1, page 2, où elle mettait à chaque fois le dialogue. Et alors, on ne le voit pas sur ce document, mais elle a dessiné un storyboard. C'est-à-dire qu'à main levée, sur une petite feuille, elle dessinait la situation, mais vraiment en 2 secondes, tu vois, ça ne lui prenait pas beaucoup de temps, écrit en papier, juste pour valider voilà, la situation, ce qui allait se passer. Et donc ça, c'est un document qui est encore plus long, tu vois, qui fait 40 pages, sur lequel il y a tous les dialogues qui ont été intégrés et qui sont modifiés par rapport à mes gros blocs que j'avais sur le document ici. Ok. Hyper intéressant. Ce dialogue, il a été validé par Sophie, par moi, par la maison d'édition. Tu vois, là-dessus, moi, j'ai refait une passe. Parce que du coup, Sophie a retransformé ce que je racontais. Moi, j'ai retransformé tout ça pour avoir une version définitive. Ça a été validé par la maison d'édition. Et aujourd'hui, la BD, elle en est à l'étape de l'illustration. Donc, Sophie, elle met tout ça sous format digital, mais elle l'illustre. Et moi, il n'y a plus qu'un dernier travail de validation de OK, on fera un travail de relecture finale pour voir est-ce qu'on doit modifier un petit truc à la fois sur le dessin ou à la fois sur le dialogue. Mais voilà, 99% est déjà fait. Trop bien. Et la BD sort quand, du coup? Tu as une date déjà? C'est très long, tu me disais? Pas de date, mais c'est super long. Tu vois, on rend, nous, de façon définitive, fin décembre, la BD à l'éditeur. Et donc là, il se passe 3 ou 4 mois avant la sortie en rayon. Donc, il y en a pour un petit moment encore. Ok, trop bien. Cool. Hyper intéressant. Trop bien que tu nous montres ton écran. C'est trop chouette de se projeter là-dedans. Et j'ai encore 2 questions. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ressemble ton quotidien, à quoi ressemblent tes journées? Alors, j'imagine que c'est assez différent entre les moments où tu fais le documentaire, où je sais que là, tu vas partir plusieurs semaines, où ça va être un peu le rush. Mais en fait, entre ces 2 moments, comment ça se passe? Comment tu t'organises? Alors, la réponse sur la journée, elle est pas très pertinente parce que mes journées changent tout le temps. Mais mes semaines, par contre, se ressemblent beaucoup. Sur mes semaines, globalement, j'ai 3 jours où je suis en déplacement. Sur 7 jours de semaine. Alors, déjà, je fais aucune distinction entre semaine et week-end. Tu vois, ça m'en fout. Je bosse le week-end. Donc, je pars du principe que j'ai 7 jours dans ma semaine. Et sur 7 jours, il y a généralement 3 jours où je suis en déplacement pro, soit pour des conférences, soit pour des tournages, soit pour des interviews. Enfin, bref, il y a toujours autre chose. Toutes les semaines, ça m'arrive jamais d'être une semaine entière à Lyon. Donc, il y a 3 semaines, 3 jours par semaine où je bouge. Et là, tu vois, je bosse dans le train, je bosse le soir dans un Airbnb ou chez un pote, dans un café, entre 2 rendez-vous, tu vois. Et donc, j'ai une to-do et je sais quels sont les sujets sur lesquels je dois taffer. Mais globalement, c'est des petites tâches que je traite, c'est des trucs sur lesquels j'avance, mais il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'écriture, tu vois, ça avance pas beaucoup là-dessus. Sauf dans le train où je me mets dans un tunnel et j'écris pendant 2 heures et le Paris-Lyon, j'ai écrit pas mal de newsletters dans Paris-Lyon, il marche bien. Euh, ça avance tout droit, je sais pas, ça fuse dans le train, il y a un truc qui se Il est passe. rapide. Et ouais, l'écriture est vraiment bien. Ou la dernière fois, tu vois, j'ai écrit ma prochaine chronique je te donne des chroniques dans un truc qui s'appelle Café Freelance. Tu vois, je l'ai écrit dans mon dernier trajet en avion. Je revenais de Copenhague là, et 3 jours. Elle a été écrite et c'est des moments où j'ai l'impression, tu vois, je suis hyper focus. Ma seule limite, c'est mes doigts qui vont trop lentement, tu vois, par rapport à mes idées pour les taper sur l'ordi. Et sinon, tu vois, il faut profiter de ces fulgurances-là pour écrire parce que l'inspiration, elle ne vient pas de la même façon, tu vois, elle n'est pas là tous les jours. Donc, quand j'ai vraiment envie, c'est pas l'inspiration, parce que l'inspiration, tu vois, ça se travaille, mais quand j'ai vraiment envie d'écrire, il faut que je profite de ce moment-là. Bref, et du coup, après, j'ai mes moments où je suis chez moi, tu vois, bah là, dans mon appartement à Lyon. Et c'est là où, en fait, je me réorganise, je prépare les conférences, j'écris les newsletters, j'écris le documentaire, j'écris les BD, les trucs comme ça. Des formats qui me prennent plus de temps, sur lesquels bah, j'ai des rendez-vous aussi, tu vois. Où j'apprécie ces journées de calme, mais j'ai besoin de bouger. Enfin, j'ai vraiment besoin de ces 2 côtés, moitié de la semaine où ça bouge dans tous les sens, et moitié beaucoup plus posée où je suis chez moi, où j'ai ma journée entière devant moi, quoi. Ok. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux, pour terminer, nous parler un peu de tes plans là pour les quelques mois, années qui arrivent, en tout cas ce que tu as en tête? Je sais que c'est une question qui est assez vaste hein, sur tout ça, mais
quels sont les gros jalons que tu t'es posés et où est-ce que tu as envie de t'orienter dans les mois, années qui viennent? Bah, là, dans les mois qui viennent, tu vois, la semaine prochaine, on sort la série avec Alexis, donc il y a un peu de marketing de ce point de vue-là. Et c'est un projet que j'ai adoré. Donc, c'est à peu près sûr qu'il y aura une saison 2 sous un autre format, sous d'autres trucs, mais j'ai vraiment kiffé. Le rendu final est canon. Enfin, cette série, vrai coup de cœur. Là, ce qui va arriver certainement, c'est bah, les tournages de Whip 2 qui vont s'étaler jusqu'à début décembre. Là, après, on part pour 2 mois de montage. Ensuite, il y a la promo. Donc, ce qui est certain, c'est quand il va sortir au mois de mars, bah, je repars pour un cycle de conférences, de plein de trucs. Donc, ça ne va pas être de tout repos du tout. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Il y a un cycle de je fais un documentaire, après, il faut le faire vivre. Donc, en fait, je me vois bien continuer encore de faire. Et surtout, j'ai beaucoup de projets, d'idées. Tu vois, là, j'ai un grand plan de ce à quoi va ressembler Work in Progress. J'ai Work in Progress au milieu et plein de micro-idées. Et je ne dévoile pas tout, mais il y a un grand plan avec plein de mini-projets que j'ai envie de faire. Et pour ça, bah, je m'associe à d'autres créateurs, d'autres personnes, Ouais. pour monter des Non, juste, projets. Work in Progress, c'est pas ton documentaire, c'est l'espèce de la boîte que tu crées, c'est ça? C'est ça, ça a commencé par un documentaire, et en fait, il y aura beaucoup plus de trucs. Il y a des expériences, ouais, il y a des événements, il y a d'autres formats de contenu qui vont arriver. J'ai envie de tester plein d'autres trucs. Du coup, ce qui me guide, c'est vraiment le kiff. Qu'est-ce qui me fait marrer au quotidien? Est-ce que je m'éclate? Et c'est tout. Et après, là où je vais aller, je sais pas. Je n'ai pas plus de vision à plus d'un an. Tu vois, le truc le plus long auquel je suis embarqué, c'est la BD qui sortira après le même moment que le documentaire. Donc, je vois à peu près à quoi va ressembler mon quotidien jusqu'à avril prochain. Mais après, potentiellement, on me parlera d'un nouveau projet. Tu vois, la BD, il y a 6 mois, je n'aurais jamais pensé faire ça. Donc, Ouais. potentiellement, on me parlera de faire une expo photo, je sais pas, peut-être pourquoi pas, tu vois, de partir faire une expédition, je ne sais où, pourquoi pas. Donc, on verra ce qui va arriver. J'aime laisser de la place à tout ça. J'ai la chance d'avoir des missions qui arrivent assez facilement. J'ai la chance d'avoir des projets très cool qui arrivent facilement. La seule contrainte que j'ai, c'est le temps. J'ai du mal à choisir tout ça. Il faut juste que je choisisse les projets sur lesquels j'ai envie de m'impliquer. Pour l'instant, j'ai de la chance parce que j'ai l'impression que j'ai pas trop mal choisi et que je me suis pas planté sur ce que j'aimais faire. Mais juste envie que ça continue sous ce format-là. Il n'y a pas de grosse vision à 10 ans, tu vois. Quand je te montre là tous les projets, on pourrait imaginer que c'est une vision à 10 ans de j'ai envie de faire ça dans 10 ans. Certainement que je n'aurais pas fait la moitié dans 10 ans. Par contre, j'aurais fait d'autres trucs qui sont marqués là-dessus. Ça, c'est des idées que j'ai envie de tester et on verra où ça va, quoi. Ok. Et là-dedans, tu, tu te vois toujours garder une place pour ta newsletter, pour l'écriture au sens large en fil rouge? Ouais, l'écriture, j'aime énormément. Ça me permet moi-même déjà de mieux comprendre mes idées. J'en ai 10 000 qui passent. Et pour arriver à cadrer, à structurer ma pensée, il faut que je l'écrive. Donc, rien que pour tout ce que je fais autour, que ce soit les conférences ou le documentaire, il faut que j'écrive juste pour m'améliorer dans la compréhension de mes propres idées et le fait d'aller plus loin aussi de mon idée. C'est bien de penser à un truc sur un trajet ou sous la douche, mais l'écrire, c'est pas la même chose. Tu vas forcément plus loin, Ouais. tu fais des recherches, tu le structures. Et donc, ça, c'est nécessaire. Et puis, bah, moi, j'adore, moi, ce rendez-vous tous les lundis matins. J'envoie ma newsletter. Je sais que le lundi après, je passe 1 heure ou 2 à répondre aux emails. Tu vois. Enfin, c'est un petit rendez-vous où, une fois qu'on a pris l'habitude, tu sais, cet été, je l'ai mis en pause parce que j'avais besoin de faire plein de trucs et j'étais un peu nomade. Je faisais d'autres trucs et j'avais pas envie d'écrire. Mais il y a un moment, début août, je me suis dit, est-ce que j'enverrais pas une petite newsletter quand même parce que j'ai plein de trucs qui me dans en tête. Alors, je me suis dit, non, non, note-les, tu feras une newsletter. J'avais prévu de faire ma rentrée à mi-septembre. Bon, je l'ai faite le 31 août, du coup, parce que j'avais envie de balancer un truc sur l'amitié. Et, et en fait, tu vois, c'est un truc qui me manque un peu. Ça me fait vraiment kiffer tout ça. Trop bien, moi je ne peux que te rejoindre, hein. Je trouve que écrire, c'est un excellent moyen pour, tu l'as très bien dit, pour clarifier ce que tu as en tête et pour aller un peu plus loin. Généralement, tu as un début de truc, tu tiens un début d'idée, et en fait, le fait de l'écrire, de réfléchir à qu'est-ce que tu as envie de te dire par rapport à ça, en fait, tu vois que tu as une idée beaucoup plus complète et beaucoup plus Ouais, mature qui germe par rapport à ça. ouais, puis l'idée en avait une autre. Le fait de l'écrire, c'est non-stop. Alors que si tu as juste une idée, tu la laisses passer, elle était bien, mais elle ne va pas se connecter à d'autres idées. D'ailleurs, alors, une autre question et après on fera une session questions-réponses. Tu as, un système pour garder tes idées ou tu les notes juste sur un carnet quand elles viennent et tu les reprends quand Ça tu en as dépend. envie? Non, alors toutes mes idées sont notées. Toutes mes idées sont notées. En fonction de l'idée, elle est dans des Google Docs quelque part ou juste sur un post-it. Si elle est sur un post-it, c'est qu'elle ne mérite pas encore d'être dans le Google Doc. Si le post-it il traîne sur mon bureau depuis un petit moment,
Tu vois, j'ai beaucoup d'idées, de millions de trucs, et j'ai plein d'idées de projets depuis des années que j'ai jamais lancé, que je lancerai jamais. Mais par contre, quand j'ai un truc en tête et que il revient et que quand je vois le post-it, il m'excite toujours autant, je me dis, ah, ça, il faut que je le fasse, ça, il faut vraiment que j'y aille. Bon, c'est sûr que je le ferai un de ces quatre. Donc, tu vois, là, les nouveaux formats que je vais lancer, euh, ça fait peut-être quelques semaines que j'y pense déjà. Il n'y a plus qu'à trouver le temps pour les lancer, pour les faire, mais les nouveaux projets qui arrivent, c'est des trucs qui sont notés. Donc, ouais, tout est noté absolument. Euh, Même si c'est du déchet après et que je ne le fais pas, parfois, tu vois, c'est un peu nostalgie. Je me dis, putain, c'est dommage, ça m'aurait fait kiffer. J'aurais bien aimé, mais pas le temps de le faire, pas le bon moment, pas les bonnes personnes, tout ça. Et après, d'autres trucs. Mais ouais, noter absolument tout. Et même, tu vois, même si c'est juste envoyer un SMS, me mettre une note sur mon téléphone pour la reprendre plus tard, dès qu'il y a un truc cool qui passe dans ma tête, je le note. Ouais. Ça permet effectivement de. Parce que si tu notes pas, tu as toujours un peu une espèce une charge mentale en fond en disant ah, faut pas que je Ouais, l'oublie ou ah, faut que je le garde dans un coin de ma tête. Alors que le fait de noter, tu sais que c'est quelque part et du coup, ça sort de ta tête et ça te libère de l'espace mental. exactement, exactement. Et puis même, le fait de le noter, c'est déjà la première pierre qui est lancée. Tu vois, moi, le jour où j'ai dit à ma mère que j'allais faire un documentaire, ma mère, mon père, mes parents, tu vois, j'ai dit je vais faire un documentaire. Ils ont rigolé, tu vois, ils se sont dit, mais, enfin, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de faire un documentaire, tu vois. Mais la première pierre, c'était de dire je vais faire un documentaire. Mais elle n'est pas engageante de dire je vais faire un documentaire. Le jour où j'ai pris un Google Doc, il n'y avait rien marqué dessus. Et j'ai marqué documentaire sur le futur of work. Tu vois, il n'y avait pas de nom à l'époque. Et ben là, j'étais lancé. J'avais marqué les premiers mots qui étaient juste le fait de faire un truc. Après, il restait à l'écrire, à lever des fonds, à trouver. Il n'y avait rien, tu vois, c'était même pas 1%. Mais ça m'a déjà lancé. Et à partir du moment où le Google Doc est créé, je me dis, OK, bah c'est bon. Là, maintenant, tu es en train de faire un documentaire. Même si tu n'as rien fait, tu l'as déjà fait. Génial, trop bien. Bah, merci Samuel. On finit par une petite session questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est vous pouvez allumer vos caméras, c'est plus sympa, comme ça on vous voit, vous posez votre question et on peut démarrer par la question de Alan. Samuel, est-ce que tu penses que le fait d'être en mouvement, donc le train, l'avion, etc., ça t'aide à mieux écrire et à connecter les dots, à faire des liens entre tes idées? Oui, mais c'est pas tellement le mouvement. Je pense que c'est deux choses. C'est un, le fait d'être dans un tunnel, tu vois, en mode, je sais que j'ai un train pour 2 heures. Avant, je faisais un truc. Après, je fais un truc. Donc là, je sais que j'ai que 2 heures. Et si j'alloue ces 2 heures à une tâche précise, bah, j'ai que ça à faire, en fait. Donc, j'ai aucune autre distraction. Mon tel est coupé, tu vois, je suis focus sur mon truc. Donc, ouais, ça Ouais. m'aide à beaucoup mieux écrire, ça, c'est sûr. Et puis, le deuxième truc, c'est les rencontres. C'est que bah, quand je bouge, je rencontre des nouvelles personnes, on a des discussions. Je parle énormément de tous mes projets, d'un tas de sujets, de mes réflexions du moment. Donc forcément, ça me fait rencontrer de nouvelles personnes et de nouvelles personnes qui me font à la fois remettre en question mes idées, aller plus loin sur mes propres idées et qui me font forcément nourrir mes réflexions pour les prochaines écritures. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'Américains que je vois sur Twitter parfois qui disent ça, qui disent que quand ils prennent l'avion et quand ils font des Los Angeles, New York, où ça prend, je sais pas, 6 heures, 7 heures, c'est des moments où ils disent tous, ah, c'est un moment incroyable, j'ai pu me focus sans meeting, sans rien, sans téléphone. Et c'est vrai que ces moments, ils sont rares, mine de rien. Parce C'est que ouf. quand tu es dans l'avion, quand tu es en train, bah, tu as toujours du réseau, t'as toujours Internet, tu es toujours relié à quelque chose, alors que le fait d'être dans l'avion, dans le train, en fait, tu pas le choix. Tu que ça, et du coup, ça crée effectivement, je trouve que le mot tunnel, exactement ça, je trouve. Ouais, et le téléphone, la plus grosse distraction pour pas écrire, ouais. Ça, le téléphone, pour le coup, moi j'ai coupé toutes mes notifs. Tu vois, en fait, mon téléphone, il est coupé en mode notif, il y a rien. Il est posé à côté de moi, je le regarde pas trop. Simplement, si ça, en fait, parce que des trucs avec des journalistes, les journalistes, ils aiment pas trop faire des zooms, donc ils préfèrent t'appeler n'importe quand, principalement au moment où où t'es pas dispo. Et donc, quand il y a besoin Tu es en d'en train parler quand même d'écrire. régulièrement, bah, j'ai le téléphone pas trop loin. Mais sinon, en fait, ouais, il faut se mettre des moments comme ça. Et j'ai tendance à dire non à quasiment toutes les sollicitations moi, extérieures quand je suis sur mes projets. Il y a des phases où je suis hyper ouvert, où je vais dire oui à tout. Parce que j'ai besoin de me nourrir de discussions. Quand je suis dans la partie écriture d'un documentaire, je rencontre du monde et je veux discuter. Et justement, je suis hyper ouvert à tout le monde. Quand je suis dans la partie, par contre, tournage, là, en ce moment, bah, je dis non à quasiment toutes les sollicitations, à toutes les personnes extérieures, parce que je dois me focus sur ce que je fais actuellement pour que ça fonctionne, quoi. Donc, il y a un arbitrage à faire entre les moments aussi. Ouais.
Ouais, effectivement, tu as dans les projets, et effectivement, que je rejoins à 100% sur la partie écriture, il y a le téléphone, les notifs de téléphone qui sont, moi, c'est toujours en mode avion et loin de moi si possible, parce que tu sais, machinalement, tu peux prendre le téléphone et l'ouvrir alors que tu veux rien faire, c'est juste un C'est réflexe, ouf. ça fait peur. Et il y a aussi sur l'ordi les notifs. Moi, je vois voir des gens qui ont les emails qui pop de côté, les Slack et tout, c'est impossible, il faut tout couper aussi. Tout est coupé. Ça, pour le coup, en vrai, tout est coupé. Enfin, il y a aucune notif sur l'ordi, il n'y a aucune notif sur le téléphone. Je pense que c'est la règle numéro un pour bosser, quoi. Enfin, sinon, t'es juste plutôt. Moi, enfin, je suis freelance pour être libre, quoi. Je suis pas freelance pour être esclave de mes notifications et des moments des autres où ils veulent me solliciter, quoi. Donc tu vois, là, c'est essentiel ça. Et même, tu vois, typiquement pour petit tips, j'ai deux adresses mail, une adresse et même j'ai une adresse mail pro sur le Gmail et j'ai une adresse mail perso pour en gros toutes les commandes que je fais, les livraisons, les conneries, plus toutes les newsletters. Et donc évidemment, les notifications sont coupées aussi sur cette boîte mail. Et c'est une boîte mail séparée, tu vois, sous Outlook, pour que je sépare bien ces deux moments-là. Et je vais la voir que quand j'ai envie. Donc peu importe quand ça pop-up, je m'en fous quoi. J'y vais quand j'ai envie. C'est comme un article que je vais lire. Ouais. Bah oui, oui, effectivement, je trouve que de plus en plus avec toutes nos ordi, tout ça, les interruptions sont au bout du clic et c'est à toi de faire l'effort conscient et intentionnel de te créer un espace où justement tu n'es pas dérangé et tu as de la place, tu as de l'espace mental pour travailler, quoi. Et c'est de plus en plus important. Ouais. Et d'ailleurs, ça pourrait être une grosse thématique du futur of work entre ceux qui sont capables de faire ça et ceux qui sont plutôt esclaves de notification. Tu cours à droite à gauche, on te sollicite et t'es dispo, quoi. En vrai, je pense il y a forcément un moment donné, au bout de quelques mois, tu vois, où tu comprends qu'il faut arrêter ça parce que même si tu as l'impression que tu parles à plein de gens, que tu as des grosses journées et tout, en vrai, tu n'avances pas dans ton activité et Ouais. ça se voit assez rapidement. Et au-delà de ça, tu es épuisé, tu vois. Enfin, émotionnellement, tu es cuit, quoi. Moi, j'en peux plus hein, à la fin de la Ouais, journée quand mon téléphone va sonner tout le temps. Alors que si je me batch, tu vois, là, je sais, dès qu'on va raccrocher, je vais me batcher peut-être 20 minutes de réponse d'email, de WhatsApp. Enfin, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de canaux aussi, mais il faut que je fasse, tu vois, trois ou quatre apps. Et dès que j'ai fait ça, après, je sais que je serai tranquille jusqu'à demain. Et demain, j'ai 3h30 de train pour aller je ne sais où encore. Donc j'aurai encore du temps pour être ouais, focus, pour écrire, tu vois. Donc, si j'ai traité mes emails, ouais. ouais, donc, tout va être bien. D'ailleurs, c'est un très gros truc. Je me fais souvent la réflexion. Ce côté, tu as tout le temps un message quelque part qui t'attend. C'est dingue. Que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger, les groupes avec tes potes, le pro et le perso sont mêlés en plus, les emails. Et quand tu as fini de répondre à un truc, il y a forcément un autre truc qui arrive. C'est un, c'est pas une question, mais c'est une remarque, mais c'est dingue ce truc d'être constamment sollicité et de ne jamais avoir un moment où en fait, ah, j'ai rien. Ou quand Ouais. tu le fais, ça dure 1 heure ou 2 heures, quoi. Complètement. Non, mais c'est un truc de dingue, ça. Ça, c'est du non-stop. Mais après, en fait, il faut arriver à faire la différence entre. Parce que parfois, il y a des trucs vraiment urgents, tu vois, mais qui sont noyés dans Bien le sûr. flot de trucs qui sont pas importants. Il faut arriver à vraiment bien trier, bien organiser sa boîte mail. Moi, je des labels, tu vois, mais bref, arriver à saisir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. Tu vois, typiquement, là, on a vendu le documentaire à une nouvelle plateforme. Et donc, elle est en train de l'intégrer en ce moment. Juste avant Oh. qu'on commence, ils m'ont envoyé un email parce que l'email que j'ai envoyé avant, il manquait la pièce jointe. Donc, ils ne peuvent pas bosser. Là, j'ai fait le choix d'arriver à l'heure pour ce rendez-vous, tu vois, et de ne pas répondre à l'email en sachant que du coup, bah, ils vont taffer demain matin sur le truc, ça avancera pas ce soir. Alors que c'est un truc qui aurait dû être fait ce soir. L'email était important que j'y réponde maintenant, et j'ai plein de trucs hyper importants. Je sais que si j'ouvre ma boîte mail et que je commence à répondre à ça, je serais même pas venu, tu vois, ou je serais venu avec 20 minutes de retard et enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc, je me dis, vas-y, là, je suis à fond. Et après, je serai à fond sur l'email et j'aurai tout le temps, tu vois, de mettre toutes les formes et de mettre à 200%. J'aime bien quand je fais un truc de le faire vraiment, quoi. Et si tu y vas, tu y vas à fond. Ok. En tout cas, on te remercie d'être venu et d'avoir mis ce truc-là en pause. C'est normal, c'est une Euh, évidence. on va juste prendre une dernière question. Fabien qui demande, est-ce que tu fais une différence entre l'écriture et les autres types de communication ou est-ce que c'est un moyen parmi d'autres? Euh, je veux bien que peut-être que tu précises la question, Fabien, je ne suis pas sûr de... Qu'est-ce que tu entends par autre type de communication? Est-ce que tu veux dire le podcast, la vidéo?
Est-ce que tu fais une différence entre écrire ou faire une vidéo ou faire un reportage? Est-ce que pour toi, c'est des moyens de communication similaires ou est-ce que il y a comment dire, un plus sur l'écriture ou est-ce qu'il y a toujours l'écriture, par exemple, même si c'est un autre moyen? Il y a toujours l'écriture. Une vidéo, que quand je donne une chronique, quand je fais un documentaire, quand je donne une conférence, là, je donne une conférence, la conférence, ça fait plusieurs pages à chaque fois, hein. Donc, il y a de l'écriture en amont. Voilà, les conférences là, qui sont redondantes, qui sont les mêmes à chaque fois, donc j'ai pas besoin de les réécrire tout le temps. Mais tout part de l'écriture à chaque fois, hein. Moi, j'ai besoin d'avoir une base, même si c'est pas quelque chose qui va être ensuite retravaillé sur la forme, mais juste pour moi me structurer dans ma pensée. Il y a l'écriture. Après, il y a l'écriture communication. Quand je poste Oui. sur LinkedIn ou quand je poste sur Twitter, là, j'y accorde beaucoup moins de soin, évidemment. Je ne suis pas copywriter. Donc, je veux transmettre mon contenu qui, lui, est différent de mon écriture, quoi. Je ne vends pas mon post LinkedIn, quoi. Ça, je m'en fous un peu. Mais il y a un vrai art aussi à écrire sur LinkedIn. Enfin, je suis quelques copywriters qui sont exceptionnels là-dedans, qui sont très bons, et on sent que c'est travaillé, que c'est des formules qui sont recherchées. Sur Twitter, il y a une vraie culture aussi du tweet. Mais c'est différent. Et du coup, je profite de ma deuxième question. Entre tes débuts et aujourd'hui, est-ce que tu as senti ton rapport à l'écriture qui avait évolué du genre au début, bon, bah, as écrit ta thèse ou je ne sais plus Ouais, comment le tu l'as Le rapport. appelé, rapport. ton rapport. Ouais, Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu différent, sans parler de devenir un écrivain, quoi, mais ou même peut-être, je ne sais pas. Ouais, Est-ce que tu as senti une évolution là-dedans? ouais, déjà le terme de rapport, il me fait marrer. C'est marrant de dire un rapport. Je m'en rends compte maintenant, mais le terme de rapport, Très sérieux. ça fait penser à l'armée, ça fait très sérieux, tu vois. Euh, et, euh, et non, bah oui, j'ai carrément progressé. J'ai gagné en vitesse, enfin, j'écris beaucoup plus vite. Je bégaye pas de mon documentaire, enfin de mon document, déjà parce que j'ai moins de temps aussi. Donc forcément, quand tu as 8 heures pour faire un truc ou 2 heures pour faire un truc, bah, tu le fais quand même, mais c'est juste qu'il y en a un où tu procrastines ou tu passes beaucoup. Donc ouais, je gagne du temps, je suis plus efficace, je pense. Je fais beaucoup moins de fautes aussi d'orthographe, donc ça va plus vite pour la relecture. Je me suis amélioré sur la relecture, j'étais très très mauvais, j'ai testé ça, je le fais beaucoup mieux maintenant. Ouais, forcément, j'ai beaucoup progressé et Et j'ai en découvert style des aussi? formats différents. Et En style en peut-être style, aussi. c'est genre c'est quelque chose auquel tu penses ou alors c'est venu naturellement et puis ça s'améliore. Non, pour le coup, c'est assez naturel. Enfin, je sais pas si j'ai un style. J'ai du mal à définir mon style. Certaines personnes me disent qu'elles reconnaissent mon texte entre mille, mais de moi-même, j'ai du mal le voir, ça, ou à le conscientiser en tout cas. Ok, merci. Merci Fabien. Cindy qui demande, donc tu parlais de toucher une nouvelle cible avec ta BD, ce que je trouve pertinent parce que finalement le Future of Work, c'est la génération d'après qui va la vivre. De ouf. Est-ce que tu as d'autres projets qui cibleront des ados et pourquoi pas des enfants? Ouais, bah pour l'instant, non, aucun, mais de ouf pour plus tard, avec grand, grand plaisir. On va faire un énorme concours, je ne peux pas encore en parler, mais on va faire un énorme concours à destination dans le cadre de la BD avec un des partenaires. On a un partenaire sur la BD qui est le groupe Randstad, et on va organiser un énorme concours pour la sortie de la BD dans lequel on va demander à tous les jeunes de montrer à quoi ressemble pour eux le travail de demain. C'est une vision positive ou négative. Et on va récompenser ces visions-là. Donc, je donnerai tous les détails plus tard, hein. On est dans ma newsletter et sur les réseaux. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est clairement le travail. Il y a cet enjeu-là. Et alors, je ne parle pas des ados ou des enfants, mais le documentaire, et ça fait écho avec la question de Thomas aussi sur comment est-ce que je génère des revenus, enfin d'une paire de coups, je le distribue aussi auprès d'écoles. Hmm. Des écoles qui sont parfois des collèges et lycées, c'est plus rare, mais des écoles privées, collèges, lycées, et des business schools, des écoles, des établissements d'études supérieures. Et donc, forcément, bah là aussi, il y a une notion d'éducation, de transmission. C'est vraiment utilisé comme un matériel pédagogique. Je le livre avec un guide, avec des questions, et comme ça peut mener des réflexions au sein de l'école. Et donc, ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. J'ai pour l'instant quelques écoles qui distribuent, et j'ai pour projet d'accélérer à fond là-dessus. Il faut que je m'y mette, mais j'ai peu de temps. Ok, trop bien. Et donc pour la question de Thomas, donc tu fais des projections privées que tu fais payer, tu le vends à des écoles, tu fais d'autres choses?
Tu fais des conférences aussi, en fait, autour de ça, Ouais. quoi. Bah, en fait, mais même, mais il y a même beaucoup, beaucoup plus encore de sources de revenus. Parce que déjà, le documentaire en lui-même, bah, il est Oui, financé par des partenaires au départ, qui me permettent de financer le documentaire, je disais la production et tout ce qu'on va construire autour. Mais du coup, dedans, il y a aussi mes frais à moi, qui sont très légers. En vrai, je gagne très, très peu d'argent là-dessus. Parce que c'est juste pour être à l'équilibre sur le documentaire. Mais donc, déjà, le documentaire lui-même, il est rentable. est-ce que tu peux juste dire le budget ou tu n'as pas envie d'en parler? On ne peut pas trop en parler, mais c'est le premier documentaire, c'était un peu moins de 100 000 euros et le deuxième, c'est un peu plus. Donc, c'est Euh, quand même un costaud. ouais, c'est costaud, c'est des gros montants par rapport à ma première aventure qui était ma Learning Expedition où là, c'était un peu moins de 30 000 euros. Mais du coup, il y a le documentaire qui est financé. Après le documentaire, il y a le fait de le vendre à des plateformes sur lesquelles il est distribué. Quand vous le regardez sur Salto, sur Curiosity Stream, sur bientôt Spicy, c'est signé, mais ce n'est pas encore annoncé, mais ce sera annoncé. Je pense que quand sortira cette rediffusion, ce sera bon, c'est dans quelques jours. Et bientôt Euh, Netflix. et bientôt Netflix, peut-être. Non, pour l'instant, on a pas Netflix, mais un de ces quatre, c'est possible. Ça ne s'est pas joué à grand-chose sur le tome 1, d'ailleurs. Mais c'est une autre discussion. Donc, bref, les plateformes achètent. Et puis après, il y a tout le travail après, une fois qu'il est sorti, sur les productions privées, sur les conférences que je donne, parce qu'en fait, le documentaire participe à ma renommée qui me permet de vendre ensuite des conférences. Et donc, l'un nourrit l'autre, quoi. Et puis voilà, et les licences dans les écoles. Peut-être demain, des pulls. Je sais pas. Non, il n'y aura pas de pulls. Non, mais ouais, en fait, je pense que le documentaire construit ta crédibilité pour tout ce que tu feras ensuite. Ce qui Exactement. fait que quand, euh, quand une boîte voudra bosser avec toi, en fait, tu pourras peut-être mettre un tarif plus élevé, mais cette boîte, elle le payera volontiers parce qu'elle sait tout ce que tu as fait avant et qu'elle a envie d'être associée avec ton image et ta marque, la marque que tu es en train de créer. Tout à fait. Exactement. Bah, quelle belle manière de terminer cet événement. Merci à tous pour vos questions. Merci beaucoup, Samuel, pour ton temps. Merci, Trop Val. sympa de prendre le temps de ton agenda qui est très chargé. Avec Euh, plaisir, c'est très cool. Trop cool. Bah, écoutez, bonne soirée à tous. Merci tout le monde d'avoir participé. Il y aura un replay qui sera sur YouTube également. J'enverrai un petit email avec quelques points clés, récap de la session. Mais en tout cas, merci beaucoup Samuel. Et puis bonne soirée à tous. Et puis à très bientôt. Et bonne soirée à tout le monde. Merci Val pour l'invite. Ciao. Ciao. À bientôt.